Bonjour et bienvenue à Champs Libre. Cette semaine, nous abordons un sujet préoccupant, la gestion éco-responsable des déchets. L'équipe vous fait découvrir l'univers d'un site d'enfouissement, ses dessous, ses méthodes et sa vision. Ces doux vallons, cette plaine paisible et ce climat serein recèlent quelques secrets. Auriez-vous deviné que 3 mètres sous cette surface gazonnée se trouvaient des tonnes et des tonnes de déchets? Ces vallons et ces plaines appartiennent à un des plus gros sites d'enfouissement du Québec, le complexe Vision Enviro-Progressive, autrefois connu sous le nom de BFI, qu'on retrouve à Terrebonne dans le secteur Lachenay, en bordure de l'autoroute 640. C'est une zone d'environ 1 km, un petit peu moins d'1 km de large, par près de 3 km de profondeur, de longueur. Donc, cette zone-là, c'est une zone qui voit l'enfouissement depuis maintenant 47 ans. Ce n'est pas un hasard si le site d'enfouissement de Vision Enviro-Progressive est situé exactement à cet endroit. Les caractéristiques du sol permettent l'enfouissement et surtout la rétention des déchets et tout ce qui coule et en découle. On voit qu'on est sur un tapis naturel d'argile, donc qui appartenait à l'ancienne mer de Champlain, donc un sol marin qui retenait l'eau et les poissons. Nous, c'est un sol qui a été caractérisé, donc on le vérifie. Puis c'est 20 mètres d'épaisseur d'une argile de bonne qualité qui va retenir tout ce qu'il y a alentour. Au lieu de retenir l'eau et les poissons, maintenant, ça retient les déchets et les eaux et les gaz à l'intérieur. Cette surface gazonnée est bien sûr la partie du site d'enfouissement qui est à maturité, c'est-à-dire que l'entièreté de l'espace a été remplie au cours des 47 dernières années. Mais l'être humain moderne étant ce qu'il est, il ne cesse de produire des déchets, encore plus qu'avant même. C'est pourquoi le site a encore environ 14 ans de potentiel d'activité. Sur cette zone-là au départ, qui a été prolongée à la fin des années 90, début 2000, dans le secteur Est, et maintenant c'est le secteur Nord depuis 2004, une zone qu'on exploite, qui est maintenant en partie exploitée sur le côté Est. On continue l'excavation du sol et l'aménagement des cellules d'enfouissement. Le vaste site d'environ 3 km² est encadré par les villes de Repentigny, Charlemagne, Terrebonne et Mascouche et contient bien plus que des déchets. Une usine de production de biométhane, donc de gaz naturel à partir des déchets. Également, au centre, on a une plateforme de compostage et alentour de ça, tout le système de sécurité d'un site d'enfouissement, donc de captage des eaux et de traitement de cette eau-là. Également de captage et de destruction ou valorisation des biogaz, donc le gaz de la décomposition des déchets. Ces ordures-là viennent du résidentiel, du commercial, de l'industriel et institutionnel, donc des matières résiduelles non dangereuses. Mais posons-nous la question. En fait, qu'est-ce qu'un déchet? Ou plutôt, qu'est-ce que nous, consommateurs, devrions jeter? Donc, c'est les déchets ultimes. En principe, qu'est-ce qu'on devrait recevoir ici? Qu'est-ce qui devrait être mis dans une poubelle? C'est le déchet qui n'a pas d'autre alternative, donc qui n'a pas pu être réduit, qui n'a pas pu être réutilisé, qui n'a pas pu être récupéré pour être recyclé ou composté. Donc, c'est le déchet ultime qui est amené ici. Vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le traitement de ces déchets, du chemin qu'ils font de votre poubelle jusqu'à se retrouver enfouis sous la terre? Vision Enviro-Progressive nous ouvre les barrières de son site et nous permet de comprendre, étape par étape, le geste qu'implique de lever le couvercle de la poubelle pour y jeter un élément. C'est parti, que la visite guidée commence. La première étape pour tout camion qui entre sur le site d'enfouissement de Terrebonne est de passer la guérite d'entrée en elle-même. Celle-ci contient une balance afin d'enregistrer le volume des déchets qui entrent sur le site et qui seront éventuellement enfouis. En moyenne, un camion benne standard, comme on en voit dans nos rues lors de la collecte des matières résiduelles,
pèse de 25 à 30 tonnes. Ce tonnage sera ensuite traduit en montant d'argent que l'utilisateur payeur devra débourser pour faire enfouir ses déchets. Les véhicules lourds doivent aussi passer par des détecteurs de déchets radioactifs afin de s'assurer que les sols où l'enfouissement aura lieu ne sera jamais contaminé. Une fois cette étape accomplie, le chauffeur a 3 possibilités, tout dépendant de ce que contient son véhicule. La déchetterie, où les matériaux de construction peuvent être triés, le front de déchets, où a lieu l'enfouissement, ou la plateforme de compostage, où les résidus verts sont accueillis. Ici, on est au centre de traitement par compostage pour les matières organiques. Essentiellement, le site ici reçoit des feuilles et gazons, bien que nous sommes autorisés à recevoir aussi les résidus putrescibles des matières provenant des municipalités. Le compostage des résidus verts et des matières putrescibles est relativement nouveau pour le complexe Enviro Progressive. Cette section du site est en marche depuis 3 ans. C'est pourquoi elle n'a pas encore atteint son plein potentiel d'exploitation. On atteint une capacité de 12 000 tonnes, mais on a un potentiel de 30 000 tonnes ici. Donc, on est en train de finaliser les aménagements pour recevoir une plus grande quantité de matière. Chaque site d'enfouissement et de récupération a ses propres techniques et façons de faire. Vision Enviro Progressive n'y fait pas exception, surtout en ce qui a trait au compostage, un phénomène en pleine progression. Le compostage ici se fait par un système de retourneur, par retournement en endanage. La matière est par la suite acheminée dans un système d'ouverture de sac qui permet d'enlever donc les pellicules de plastique, qui est une problématique importante. Donc, on écarte les pellicules de plastique, on composte. Par la suite, il y a un séjour d'environ 28 à 35 jours de phase active. Par la suite, on a un tamisage grossier. On réachemine la matière vers une deuxième aire de compostage qui est située à environ 500 mètres d'ici et pour laquelle on laisse maturer. Pour la suite, la grosse majorité de la matière qui est produite ici est réutilisée sur le site même. Mais l'année prochaine, on entre dans une nouvelle phase où on va produire un compost suffisamment de bonne qualité pour être redistribué à la Ville de Montréal, qui est un de nos gros clients. Preuve que ce phénomène est en pleine progression, l'entreprise vient tout juste de trouver la solution à la problématique des sacs de plastique utilisés pour contenir les résidus verts. Une technique qui sera mise en application prochainement. Jusqu'à présent, elle n'était pas extraite dès l'arrivée. Ce que l'on faisait comme pratique qui est usuellement utilisée dans les autres centres de compostage, c'est-à-dire on ouvrait le sac par des équipements qui broyaient le matériel, ni plus ni moins. Puis ça créait une problématique ultimement à retirer les pellicules de plastique. Maintenant, avec l'équipement qu'on est à mettre au point, on va pouvoir éliminer dès le départ les pellicules de plastique. Le compostage n'est bien sûr qu'une minuscule partie de ce qui est acheminé au site d'enfouissement. La grande majorité des matières sont des déchets et c'est principalement ce qui est exploité sur le site. Ici, comme on peut voir, dans les déchets, c'est les déchets que les gens, soit à la maison, à l'école, au restaurant, à l'usine, ont décidé de déposer dans une poubelle. Il n'y a pas de tri qui se fait dans la poubelle. Vous avez des bacs de récupération à la maison pour le recyclage, ça ne vient pas ici. Des contenants ou des sacs pour le compostage, ça ne vient pas non plus ici, dans la zone. Ça, c'est la zone d'élimination qui devrait être l'endroit où on envoie seulement les déchets ultimes. Le déchet qui n'a pas d'autres ressources. Mais comme on peut apercevoir dans les déchets, on voit encore beaucoup de cartons, de plastique, un peu de métal, de la vitre, des matières compostables. Mais encore une fois, c'est le choix du générateur. Dans le fond, la personne qui a le déchet dans ses mains, de le mettre au bon endroit, d'avoir les outils à la maison ou à son lieu de travail pour diversifier les endroits où on envoie les déchets. Mais une fois que c'est déposé dans une poubelle, écrasé dans le camion, bien, c'est terminé. Le choix a été fait par l'utilisateur du bien, celui qui est le générateur des déchets. Derrière moi, on voit une cellule en préparation. Donc, la cellule, c'est le trou de déchets.
Tout dépendant des zones sur le terrain, des endroits où ça a été excavé de 6 mètres de profondeur en suivant des pentes, même des endroits où ça a été excavé de 12 mètres de profondeur sous le niveau naturel du sol. On garde tout le temps un tapis minimum de 10 mètres de protection d'argile. Alentour de ça, il y a des piézomètres et des puits d'échantillonnage de gaz pour s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui va contaminer ou de gaz qui va sortir. On installe un système de drainage, donc des tuyaux de PVC qui sont là pour récupérer le lixiviat avec un système de drainage, donc de la pierre nette, du sable. Puis ensuite, on peut déposer les déchets. Ici, le site, c'est les 11 dernières années des déchets qu'on a reçus ici. Donc, une élévation au centre de 40 mètres, donc une partie sous la terre, dans l'argile, une partie au-dessus. Recouverte d'argile également. La partie qui est là est terminée, celle qu'on voit derrière. Ici, on est en train de mettre des déchets par couche de 3 mètres et on va s'élever à cette hauteur-là qui, encore une fois, au centre est de 40 mètres d'élévation en suivant des pentes pour permettre l'écoulement des eaux, pour permettre le captage des gaz, pour sécuriser cette zone-là. Et le suivi va être fait ensuite, s'assurer que cette zone-là ne va pas déranger, ne va pas polluer pendant un minimum de 30 ans. On sait que pendant 25 ans au moins, il va y avoir une décomposition, mais pendant un minimum de 30 ans, on s'assure que tout se passe bien. Et s'il faut, on va poursuivre au-delà de 30 ans. Donc, c'est l'engagement qui est fait avec le ministère de l'Environnement, la municipalité, pour s'assurer que ce site-là est un site sécuritaire. Dans le fond, pour vous donner une idée un peu en volume, la cellule d'enfouissement qui est la même depuis 11 ans, on parle d'environ 500 mètres de large. Une année pourrait équivaloir à peut-être 200 mètres de longueur par au centre 40 mètres de haut. Ça, c'est 1 an de déchets. Dans une journée, ça peut être alentour de 500 camions de déchets qui vont venir vider ici au front de déchets. Donc, ça vous donne une petite idée. Quand les déchets sont au sol, c'est un de nos compacteurs qui va le prendre en charge. Notre compacteur va pousser, étendre les déchets au sol par mince couche et avec ses grosses roues, il va briser, broyer les déchets. Le compacteur pèse 50 tonnes, donc environ le poids de 15 gros éléphants. Il va rouler, avancer sur les déchets pour les broyer, les aplacer. Au courant de la journée, on va faire des tas de 3 mètres total. Quand on est rendu à 3 mètres d'élévation de déchets, bien nivelé, bien droit, on recouvre les déchets. Ça, on peut le faire même le matin, dès qu'un endroit, on est rendu à 3 mètres, pour garder toujours le front de déchets, la zone de déversement la plus petite possible. Dès qu'on a recouvert les déchets de sol, principalement, 50 cm d'épaisseur, les déchets ne sentent plus. On les voit plus, ils partent plus au vent. Ça empêche aussi la vermine, les goélands d'aller dans les déchets. Même comme là, on peut entendre la lampe de recul du camion qui a été adaptée. C'est un bruit moins agréable, moins beau, mais qui ne porte pas au loin. Donc, beaucoup de choses ont été pensées pour minimiser les inconvénients, bruit, odeur, vermine, etc. C'est le rôle du site de prendre en charge les déchets des gens et de minimiser les impacts sur l'environnement. C'est notre rôle. Lors de notre passage à la mi-novembre, très peu d'odeurs nous affligeaient, alors que nous étions directement confrontés aux déchets à quelques mètres seulement de nous. Pas d'animaux indésirables non plus, comme ces fameux oiseaux qui se dépêchent habituellement d'arriver pour ne rien perdre des restes de nos repas. On peut donc se demander pourquoi n'y a-t-il pas de goélands qui rôdent autour du front de déchets? La réponse, les oiseaux de proie. Ici, on a besoin de ça parce qu'à 8 km du site, on a une île qui s'appelle l'île des Lauriers. Puis sur cette île-là, il y a 50 000 couples de goélands. Donc ça fait 100 000 goélands au total. Puis pour s'alimenter, ils vont essayer de rentrer sur le site d'enfouissement. Donc on fait un contrôle. La raison principale du contrôle, ça va être pour la qualité de vie du voisinage. Quand les goélands viennent s'alimenter sur le front de déchets, ils viennent sur ce qu'on appelle un corridor. C'est comme une autoroute où tous les goélands vont passer au même endroit. Puis si on n'était pas là, on aurait 10-15 000 goélands. Donc ils vont aller partout. Ils vont aller partout chez les gens, ils vont saccager, ça va vraiment être l'enfer. Puis les excréments de goélands aussi sont extrêmement acides. Donc ça va tomber sur les toitures, les terrasses, les piscines, les voitures, et ça abîme le matériel. Donc ça, c'est vraiment la raison principale de notre présence. Les oiseaux de proie offrent de nombreux avantages à tous les niveaux. La fauconnerie du site d'enfouissement en utilise 9 qui vivent dans des cages directement sur place. Les oiseaux travaillent de longues journées en été, du lever au coucher du soleil, en rotation.
Déjà, ils sont utiles parce qu'on fonctionne sur la relation prédateur-proie. Ça veut dire que naturellement, les goélands ont peur des oiseaux de proie. Puis, c'est vraiment un moyen très écologique. On ne peut pas avoir plus écologique que les oiseaux de proie pour faire de l'effarouchement. On utilise deux types d'oiseaux, les faucons, les buses. Ils vont travailler différemment. Les faucons vont travailler en sortie de camion. Donc, à l'arrière, on a enlevé les bancs, on a mis une boîte. Sitôt que les goélands vont toucher le sol, on va baisser la vitre, puis notre buse va partir droit sur les goélands. Donc là, ils vont avoir peur, ils vont décoller, puis on va pouvoir les pousser hors du site. Puis les faucons, eux, vont travailler plus dans les airs, donc ils vont faire des grands piquets sur les goélands. Donc c'est un peu la méthode qu'on a. Loin de vouloir les tuer, les oiseaux de proie apprennent aux goélands qu'ils ne sont pas les bienvenus dans cet environnement. Le but, c'est de l'effarouchement, puis ça devient comme une éducation aussi au niveau des goélands. Là, quand vous irez sur le front, il y a 0 goéland. Pourtant, je n'ai pas un oiseau qui est sorti aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y a un danger, puis ils vont aller ailleurs. Donc, c'est vraiment le but. Ça prend du temps, ça prend de l'expérience. Nous, Service environnementaux Faucon, on est ici depuis 1995. Donc c'est toute cette expertise-là, cette expérience-là qui permet d'avoir un résultat comme ça aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. Aucune chance de voir arriver un faucon sur votre balcon. Ces animaux sont entraînés comme des athlètes, afin de toujours revenir à leur maître, prêts à recevoir leur paiement de leur dure journée de travail. C'est un entraînement quotidien depuis qu'ils sont tout petits. Puis tous les jours, on travaille avec eux 7 jours sur 7. Puis on arrive à des résultats, une relation de confiance, même si ça reste un prédateur. Mais le conditionnement, l'entraînement fait que l'oiseau nous écoute, puis on connaît nos oiseaux aussi. Saviez-vous qu'il y avait autant de détails, autant d'aspects pris en considération lors de l'enfouissement de vos déchets? Et attendez, ce n'est pas terminé. Les techniques et les procédés se sont grandement améliorés au cours des 25 dernières années afin de protéger au maximum l'environnement. La technologie ne cesse de se raffiner afin que l'enfouissement des déchets devienne, aussi ironique soit-il, le plus écologique possible. C'est pourquoi sur le site de Vision Enviro Progressive, il y a aussi une centrale électrique et depuis peu, une usine de transformation de biogaz en biométhane. Voyons maintenant leur utilité. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cet adage est aussi vrai pour les déchets, même s'ils se retrouvent ensevelis sous des mètres d'argile, à l'abri de la vue et de la moindre parcelle d'oxygène. Même si on ne les voit plus, reste que ces déchets, une fois ensevelis, laissent eux aussi des traces. Ces traces, ce sont les biogaz et le lexivia, communément appelé le jus de poubelle. Ces résidus seront aussi récupérés, puis transformés afin d'être réutilisés. Ici, on se retrouve à côté des bassins de traitement de l'eau de lixiviation. Le lexivia, c'est l'eau de la pluie et de la neige qui a percolé à travers les déchets, qu'on va capter pour pas qu'ils se retrouvent dans l'environnement. On va capter avec un système de drainage et l'acheminer ici au bassin de traitement. Le traitement se fait en 4 étapes. La première étape, le plus gros des bassins, c'est de la décantation. Donc, les petites parties qui ont passé à travers le fil, dans le fond, le drain, qui sont récupérées ici, vont être décomposées par des bactéries anaérobies, donc qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup d'air. Ensuite, c'est envoyé dans le deuxième bassin. Le deuxième bassin qui est le plus performant, où on va souffler de l'air sous l'eau pour augmenter la part en oxygène, brasser cette eau-là. Et ensuite de ça, là, il y a beaucoup de bactéries qui vont se développer, des bonnes bactéries qui vont dégrader toutes les matières organiques dans l'eau, enlever la saleté. Ensuite, cette eau-là va être transférée dans un bâtiment qui s'appelle le SMBA, qui va chauffer à l'aide de nos biogaz. Les biogaz qui se produisent dans le site, on les récupère pour faire chauffer une chaudière. Puis là, encore une fois, les bactéries vont se sentir bien, dégradent les matières dans l'eau pendant 48 heures, puis on est capable d'avoir un très, très bon résultat avant rejet de l'eau. Mais c'est pas tout. L'eau va être rejetée dans un troisième bassin qui est un traitement facultatif. Ces bassins-là, c'est des moteurs électriques qui vont brasser l'eau
Au total, l'eau va séjourner environ 3 mois dans notre système de traitement. Et ensuite de ça, ça va être rejeté à l'égout de la ville. Mais avant d'être rejeté à l'égout de la ville, c'est analysé. À chaque mois, il y a un chimiste qui vient vérifier. Nous, on a 2 techniciens qui vérifient quotidiennement cette eau-là pour s'assurer qu'on répond à toutes les normes. Le complexe Vision Enviro-Progressive a été le premier site d'enfouissement au Québec, il y a 20 ans, à construire sa propre centrale électrique et à produire de l'énergie à partir des biogaz qui, eux, découlent des déchets. Ici, on est dans la centrale électrique de Complexe Enviro-Progressive. Depuis maintenant bientôt 20 ans, la centrale récupère l'ensemble des gaz du site pour les valoriser, donc les transformer en énergie électrique. On produit 4 MW d'électricité, donc assez d'énergie pour fournir en chauffage, éclairage, en énergie électrique, l'équivalent de 2000 à 2500 résidences de la région. Le but premier de la centrale électrique, c'est de récupérer les gaz, les détruire, parce que le biogaz, c'est un puissant gaz à effet de serre, puis c'est un gaz malodorant. En le captant, en le détruisant, on enlève l'odeur, puis on détruit le gaz à effet de serre, donc on détruit le méthane. 2 problèmes de régler, puis en plus, on en fait une ressource, une solution. Une autre solution développée par Complexe Enviro-Progressive est celle de son usine de transformation de biogaz en biométhane, la plus grande de ce genre au Canada. Il s'agit là d'un projet relativement récent qui a été inauguré au mois de mars 2015. L'entreprise a investi elle-même les 44 millions de dollars qu'a coûté ce projet sans aucune subvention du gouvernement. Le biométhane est comparable au gaz naturel qui alimente certaines de nos résidences. L'usine de Terrebonne est conçue pour épurer environ 10 000 pieds cubes de biogaz à la minute et le biométhane qu'elle produira permettra d'alimenter l'équivalent de 1500 camions lourds circulant sur la route pendant 20 ans. Si on décortique le biogaz, mais il y a à peu près 58 % méthane, 40 % de CO2, dioxyde de carbone, si on veut. Après ça, bien là, il y a une petite quantité d'oxygène et d'azote. Puis, il y a beaucoup de contaminants, parce que les gens jettent toutes sortes de choses dans les déchets, puis que ça fait des contaminants nous, on récupère à travers le biogaz. Puis, il faut s'en départir parce que c'est pas ce genre de contaminants-là qu'il faut retrouver dans les lignes de gaz naturel. C'est pas, les normes sont très strictes, donc il faut rencontrer ces normes-là. La transformation du biogaz en biométhane est un procédé qui fait appel à une technologie fort sophistiquée. Première étape du processus, la compression du biogaz. La première étape de compression, c'est qu'on prend ce gaz-là d'une pression qui est environ 5 à 6 pouces d'eau, qui est vraiment légère. Puis on va l'augmenter à peu près à 5 PSI. Le PSI est une unité de pression qui signifie pounds per square inch, soit une livre par pouce carré. Ça va passer à travers de deuxième étape de compression, que là, on va prendre la pression, on va l'augmenter encore un peu plus, on va monter à 60 PSI. Après ça va passer dans un autre stage qui va l'augmenter à 150 PSI. À l'intérieur du système, on a 3 tours d'eau. La première sert à purifier le gaz et les 2 autres servent aussi, dans le fond, à récupérer une petite partie que la première a laissé passer. Puis aussi, la dernière sert à nettoyer l'eau, dans le fond, parce que l'eau recircule. C'est toujours la même eau qui recircule qu'on sert pour nettoyer, dans le fond, faire la purification. C'est toujours la même eau qui recircule. Mais sauf qu'il faut l'enlever les particules qui sont les contaminants qui ont été absorbés dans l'eau. C'est vraiment une absorption qui se fait, qui enlève tous les contaminants, qui purifie le gaz, dans le fond, pour l'amener une qualité pipeline, mais c'est ça, il faut enlever tous ces contaminants-là qu'il y a dans le biogaz. Là, il faut passer à la dernière étape de polissage. On appelle ça l'NRU, dans le fond, en anglais. C'est Nitrogen Removal Unit, qui sert à, en le fond, enlever l'azote, enlever aussi les CO2 et l'oxygène. Quand ça passe à travers ce vaisseau-là, mais tous ces 3 éléments-là vont être récupérés. Ensuite de ça, mais là, le gaz va être recompressé une dernière fois. Puis là, on part de 100, je disais tantôt, après 150 livres, mais là, on part de 150. Puis là, on va l'augmenter à, tout dépendant de la pression qu'il y a dans le réseau, entre 800 et 1000 PSI. Selon les calculs du gouvernement du Québec, cette usine permettrait de remplacer l'équivalent de 350 000 barils de pétrole par année et d'atteindre un niveau d'évitement des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 1 200 000 tonnes de dioxyde de carbone sur une période de 10 ans.
L'énergie qu'on avait auparavant, qui était brûlée, directement brûlée dans le fond, parce qu'on n'en faisait rien d'autre que de la brûler, parce qu'on a l'obligation de le détruire, parce qu'on ne peut pas le laisser aller en l'air libre. En le détruisant, ça créait des gaz à effet de serre qu'on n'a plus en ce moment, parce que là, on l'injecte directement dans le pipeline. Ça sert pour une bonne cause, puis en même temps, c'est bon pour l'environnement. Cette usine permet aussi au complexe Vision Enviro Progressive d'exploiter le plus grand parc de camions fonctionnant au gaz naturel comprimé dans l'industrie canadienne de la collecte des matières résiduelles et recyclables. On a déjà près de 40 de nos camions de déchets qui roulent à partir du gaz naturel produit par les déchets. Donc, pour bien comprendre ce principe-là, d'une certaine façon, le camion de déchets qui collecte chez vous à la maison ramasse les déchets, on vient les mettre ici, on contrôle les inconvénients. Pendant ce temps-là, il y a un gaz qui se produit, on le retire, on va l'épurer, dans le fond, on va le nettoyer et ensuite de ça, on peut faire le plein de nos camions. L'entreprise d'enfouissement essaie de s'adapter aux enjeux environnementaux actuels et de valoriser de différentes façons les déchets par de nouvelles initiatives vertes. Pour que cela donne l'effet escompté, il faut cependant que la source du déchet, c'est-à-dire le citoyen, fasse sa part dans la gestion des matières résiduelles. Encore une fois, il faut à la base qu'il y ait un trait à la source, c'est-à-dire que le générateur, le citoyen, doit déposer. Le seul travail qu'il a à faire quand il veut se débarrasser d'objets, c'est de le déposer au bon endroit. L'appareil électronique doit être retourné dans les commerces, les pneus au garage. C'est tous des gestes. On est capable de les acheter dans ces commerces-là, mais il faudrait être capable de les retourner lorsqu'on repasse dans ces commerces-là. Le recyclage, c'est simple. Maintenant, on regarde ici, comme ici à Terrebonne et Mascouche, dans les parcs, les arénas, les centres commerciaux, il y a des bacs de récupération un peu partout. Le compost, ça s'en vient tranquillement, mais c'est simplement de déposer l'objet au bon endroit pour garder un environnement, un lieu de vie sain et agréable au niveau visuel aussi. On voit beaucoup de déchets qui ont été jetés par les gens par la fenêtre de l'auto dans les parcs. Mais quand on les met au bon endroit, on va pouvoir s'en occuper d'une façon adéquate. Quand tout est mêlé ensemble, bien là, la chose qui peut être faite, c'est oui, on peut retirer l'énergie, puis on peut minimiser les impacts de ces déchets-là. Mais encore une fois, il faut poser le bon geste au départ, puis ça va être le mieux pour l'environnement. Le message est clair, c'est tout est mis en branle pour protéger notre planète du bout de la chaîne de l'enfouissement des déchets. C'est au premier maillon, celui de l'éducation, de faire maintenant la différence. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Champs libres cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.